Je suis maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie. Ma formation a été d'abord d'être ingénieur chimiste, et puis après ma thèse de doctorat, consacrée à l'amont du cycle du combustible nucléaire, j'ai passé 10 ans à travailler sur les procédés de retraitement pour les combustibles nucléaires du futur. Et accessoirement, je suis actuellement chargé de mission au ministère de la Recherche sur ces thèmes-là. Le projet Manhattan, pour moi, c'est d'abord un des plus grands projets scientifiques et techniques qui ait jamais été réalisé, par l'ampleur du nombre de personnes et des moyens industriels mis en jeu, et également par l'influence historique qu'il a eue, puisqu'il a débouché, et c'était son but, sur 2 bombes atomiques, et qu'il a donc garanti la supériorité militaire aux États-Unis pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, et à la Russie qui a suivi la même voie dans la foulée. Et donc c'est d'abord un événement historique considérable, et c'est un événement scientifique tout à fait important, puisque c'est l'entrée dans une nouvelle ère technologique. Les atomes sont constitués de 2 types de nucléons, les protons d'une part et les neutrons d'autre part. Les protons ont une charge unitaire positive, tandis que les neutrons n'ont pas de charge. Lorsque l'on choisit un nombre arbitraire de protons et de neutrons, on ne forme pas nécessairement un noyau. Il y a énormément de configurations qui sont instables, et il n'y a que quelques configurations qui forment des atomes qu'on peut observer dans la nature. Lorsqu'on rajoute trop de protons, on a un premier type de radioactivité, lorsqu'on rajoute trop de neutrons, on a un autre type, mais au final, les deux aboutissent au même résultat, la désintégration des atomes trop lourds pour former des fragments plus légers. Donc, lorsqu'on prend des atomes instables, une perturbation extérieure, en dehors du fait qu'ils sont instables et qu'ils vont spontanément, au bout d'un certain temps, se décomposer, une perturbation extérieure peut amener à les décomposer plus vite, de manière beaucoup plus catastrophique que cette radioactivité qu'ils auraient naturellement. Et donc il y a des noyaux, comme l'uranium par exemple, en particulier l'uranium 92, lorsqu'on envoie un neutron dessus, eh bien on va casser le noyau en deux, et donc ça c'est un processus de fission. On peut faire la même chose avec le plutonium, et certains isotopes du plutonium donc, permettent donc d'avoir ces phénomènes de fission. A l'inverse, certains noyaux légers peuvent être agrégés pour former des noyaux plus lourds. C'est donc à ce moment-là ce qu'on appelle une fusion. Dans la nature, la fusion se produit à partir de l'hydrogène, et on peut reproduire la fusion à partir de certains isotopes de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est ce que vise à faire le projet ITER, en faisant de la fusion deutérium-tritium. Déjà, objectivement, l'objectif qui était initialement fixé au projet Manhattan était d'aboutir à la conception et à la fabrication de bombes atomiques, et ce projet a effectivement été réalisé. Donc, sur des éléments objectifs qu'aujourd'hui on qualifierait d'éléments livrables, le projet est un succès. Au plan humain, beaucoup des gens qui participaient au projet ne pensaient pas que le projet irait jusqu'au bout. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis d'en incorporer un certain nombre qui, malgré tout, étaient pacifistes et n'imaginaient pas qu'un jour on arriverait au bout. Donc de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de désillusions quand même. Et je ne sais pas si ça fait de ce projet un semi-échec ou juste une semi-réussite, mais beaucoup de gens ont été effectivement assez étonnés d'avoir amené ce projet-là jusqu'au bout, sans d'ailleurs qu'on les force. Ils ont toujours finalement accepté, mais il y a quand même eu, dès la réalisation finale, un sentiment de malaise. Concernant le potentiel de destruction des réactions nucléaires et de la réaction de fission, on sait dès 1905 que on connaît la relation mathématique qui relie la masse mise en jeu dans les réactions et l'énergie produite. C'est le E égale mc2 d'Einstein. C'est grâce à cette expression-là qu'on peut calculer quelle est l'énergie libérée lorsque on passe d'un noyau qui a une certaine masse à 2 noyaux qui au final sont plus légers, les 2 fragments additionnés, que le noyau initial. Donc la différence de masse qui est entre les 2 fragments et le noyau initial est ce qui a été transformé en énergie, ce qui a été libéré sous forme d'énergie et principalement du rayonnement. Et donc
au début, l'expression d'Einstein, elle est générale et elle ne s'applique pas nécessairement à l'atome, mais lorsqu'on va commencer à découvrir les réactions nucléaires dans les années 20-30, on constate qu'effectivement, l'énergie qu'on mesure tout simplement dans des calorimètres, en mesurant la chaleur qui est libérée par les réactions, correspond à ces défauts de masse. Et donc, encore une fois, la réaction atomique isolée, qu'elle soit à l'occasion de la radioactivité naturelle ou artificielle, au départ, elle ne permet pas d'envisager une utilisation massive de l'énergie qui est libérée. Parce que c'est un phénomène qui intervient atome par atome, sans qu'on puisse le contrôler. Mais quand Frédéric Joliot va se mettre à la recherche de moyens de provoquer la réaction en chaîne, et quand il va démontrer la possibilité de la réaction en chaîne en 1939, immédiatement, ceux qui lisent les articles de Joliot comprennent qu'on peut, sur la base d'un atome instable, faire se fissionner non pas un seul, mais à la génération suivante 2 ou 3, et puis à celle d'après non pas 2 ou 3, mais 6 ou 9, et ainsi de suite, de manière exponentielle. Et donc libérer une énergie qui, cette fois-ci, macroscopiquement, sera extrêmement importante, et donc, si c'est fait sans contrôle, dévastatrice. Mais les mêmes personnes envisagent évidemment le contrepoint pacifique de ce constat-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, si on contrôle la réaction, on va pouvoir générer énormément d'énergie à partir de très peu de matière. Et donc on a, dès le départ, cette dualité entre l'utilisation pacifique pour faire produire de l'énergie dans des conditions qui généreront finalement peu de déchets en masse, même si ces déchets ont d'autres inconvénients, et puis, d'un autre côté, la possibilité de faire des armes. Et donc, dès le début, les gens qui lisent les articles de Joliot comprennent que les deux possibilités existent. C'est une grande réussite industrielle parce que, en 1939, on a juste l'article scientifique de Frédéric Joliot qui dit théoriquement, sur le papier, dans l'abstrait, c'est possible de prendre un neutron, de casser un noyau. Ce noyau, en se cassant, il émet 2 ou 3 produits de fission, plus des neutrons. Ces neutrons peuvent à leur tour aller casser des noyaux voisins, et ainsi de suite. C'est juste une vue de l'esprit. Personne ne l'a jamais fait. Et passer de ça à construire des usines dont le principe de fonctionnement, c'est effectivement cela, c'est tout à fait considérable. Parce que d'abord, il faut construire l'usine en tant que tel, il faut en faire les plans, il faut choisir tous les matériaux qui rentrent en jeu dans le réacteur qui va produire cette réaction. Il faut amasser des tonnes et des tonnes de matières premières. Enfin, il a fallu aller chercher des milliers de tonnes d'uranium partout dans le monde pour pouvoir démarrer les premiers réacteurs. Il n'y a pas que l'uranium, il faut du graphite. Il faut assembler ça avec une juxtaposition très précise. Il faut des tubes en métal dans lesquels on met l'uranium. Il faut que ce métal soit particulièrement bien choisi parce que sinon il interfère avec la réaction de fission. Donc il faut énormément de choses auxquelles il faut réfléchir. Il faut faire énormément de choix techniques. Un matériau plutôt qu'un autre, une géométrie plutôt qu'une autre, une façon de refroidir l'ensemble plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qu'on utilise comme fluide pour refroidir? Où est-ce qu'on fait la construction? Qu'est-ce qu'on choisit comme type de bâtiment? Est-ce qu'on fait ça sur des pilotis? Est-ce qu'on fait ça dans un gros caisson en béton armé? Bref, il y a énormément de choix à faire. Et de fait, le projet Manhattan, à son plus fort, va faire travailler, je crois, plus de 300-350 000 personnes. Et ça va durer cette période-là doit durer de 1942 à la fin de la guerre. C'est-à-dire, pour parler dans l'unité qu'on utilise aujourd'hui pour compter, pour se rendre compte de la masse d'un projet, ça veut dire 300 000 personnes sur 3 ans, ça fait 900 000 hommes an. C'est considérable. Aujourd'hui, un gros projet, c'est 100 hommes an. C'est déjà un très gros projet aujourd'hui, 100 hommes an, quel que soit le domaine. Il y a peu d'industriels aujourd'hui qui font des projets d'une taille plus importante que ça. Ils n'ont pas eu de programme significatif jusqu'à la toute fin de la guerre. À la toute fin de la guerre, ils ont dû effectivement se rendre compte que les Américains faisaient quelque chose, et ils ont dû commencer vraiment à la fin. Je ne suis pas historien, mais je peux supposer que dans un premier temps,
Ils ont eu d'abord d'autres soucis, parce que la guerre était d'abord sur leur sol à eux, directement, et donc ça ne donnait pas la même possibilité de gérer les priorités. En particulier parce que toute la partie industrielle de la Russie était déjà envahie par l'Allemagne. Donc c'est difficile de bâtir un projet industriel quand l'essentiel des ingénieurs sont déjà complètement jetés sur les routes, voire tués. Donc bon, c'est très difficile de bâtir quelque chose dans ces conditions-là. Le projet Manhattan, c'était donc un projet qui a impliqué de construire les premiers réacteurs nucléaires. Et donc même si à la sortie de la guerre, on n'a pas développé immédiatement l'énergie nucléaire civile, aujourd'hui, a largement bénéficié des idées qui ont été développées pendant le projet Manhattan. Et aujourd'hui, on continue d'extraire de l'uranium avec des méthodes chimiques qui ne sont pas très différentes de celles qu'on avait à l'époque. On continue de fabriquer le combustible nucléaire avec des procédés qui ne sont pas très différents de ceux qu'il y avait à l'époque. Le principe de centrale nucléaire a relativement peu bougé depuis. Et c'est aujourd'hui ce qui produit pas mal d'électricité dans le monde et qui contribue assez largement au bilan énergétique en France. Ce sont aussi ces procédés-là d'extraction de l'uranium qui sont utilisés à la sortie du réacteur nucléaire pour traiter le combustible nucléaire usé, extraire une partie des produits de fission qui sont extrêmement toxiques et éventuellement récupérer l'uranium qui reste encore dans le combustible usé pour refaire du combustible neuf. Donc le projet Manhattan a laissé des traces de ce point de vue-là, et puis encore une fois, il a laissé beaucoup de traces au point de vue méthode de gestion de projet qui continuent aujourd'hui d'être utilisées et qui ont un impact dans pratiquement toutes les industries. Merci Simon pour cette interview.